Bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 25 décembre 2021. Il est 9 heures et nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Et ce matin, nous allons revenir au FIBDA, au Festival international de la bande dessinée, qui a ouvert ses portes le 22 de ce mois, se poursuivra jusqu'au 26. Le FIBDA est donc ponctué par des conférences, par des ateliers pédagogiques. Retour sur cette organisation. Également, ce matin, nous allons nous intéresser au chocolat à travers des artisanes qui sont, elles, investies dans la fabrication de chocolat, mais pas que, puisque le chocolat est devenu aussi une réelle pédagogie, de réels ateliers pédagogiques destinés aux enfants et justement pour faire des enfants de bons consommateurs. Ce matin nous emmènera du côté de l'ouest d'Alger, Tlemcen particulièrement, pour nous faire découvrir la Casbah de Tlemcen. Nous aurons aussi parmi nous ce matin l'un des premiers BDistes algériens, retour sur la BD algérienne. Voilà donc pour le menu de ce matin, mais avant de commencer, ce sera les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, Mina Abed est parmi nous ce matin. Bonjour Mina. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va? Super. Alors, pourquoi tu me regardes comme ça? Non, je m'attends à quelque chose, mais... Wallah, ouais, j'allais juste te poser la question sur les nouvelles du ciel. Oui, mais justement, ça a un rapport avec ça. Il va faire beau aujourd'hui? Je te dirai pas. Ah, mais tu sais combien de téléspectateurs qui sont en train de nous Non, mais regarder j'avais aujourd'hui commencé le bulletin. et qui attendent les nouvelles du ciel aujourd'hui? En plus, c'est le week-end, en plus, c'est les vacances. Et El Fibda. Il y a le FIBDA Bah, voilà. jusqu'au 26, jusqu'à Exactement. demain. Non, mais j'avais commencé le bulletin hier. Je sais pas si tu te rappelles. Les brumes, les nuages bas. Les brumes, le nuage bas, Voilà, 21 degrés à midi. 21, ça va, hein? J'attendais midi avec impatience pour avoir les 21 degrés. Et du coup? Et du coup, il a fait 21 degrés, voilà. il a fait très beau, il y a du soleil, et même en fin de journée, il a fait bon. Il a fait bon. Même en fin de journée, Oui, effectivement, oui. il faisait Pas trop froid en ce moment, pas ça trop va. froid, Ça va, pas trop froid. Du tout, vraiment, c'était une journée très très agréable. Mais ça a Oui. quand même commencé par des brumes et des nuages bas. T'as quelque chose contre les brumes, toi. C'est Bah, pas possible, ça. Comme toute bonne femme qui a les cheveux longs. Non, comme toute bonne femme qui a nos cheveux. Voilà, nos cheveux, par Nos exemple. cheveux qui s'énervent avec l'humidité. Avec l'humidité, voilà. Donc je me disais peut-être qu'aujourd'hui, de toute façon c'est trop tard aujourd'hui, on est déjà c'est trop tard, ça y sortis, est. on a déjà été confrontés à l'humidité, Exactement. aux brumes, Il y a aux eu déjà nuages le bas. petit massacre, le petit... Voilà, Voilà. ça va. Ça On va mieux. remercie quand même le service maquillage. Exactement. Hein, et coiffeuse. Merci. Mon frère, il son Voilà. c'est incroyable. Et finalement, il va faire beau aujourd'hui. Un petit peu. Il Pas a fait, comme il hier. y a eu des brumes et des nuages Oui, bas oui, ce oui, matin. c'est bon. Je vais pas en parler. Ah, y a Non, d'accord. non, je vais pas en parler. Allez, on dépasse. On va directement à 21 On va, degrés aujourd'hui. on va directement à 21 degrés. À partir de midi. À partir de midi. Allez, vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup, Noël. Bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, aujourd'hui, on notera des passages nuageux. Désolé. Désolé, Noël. Des Allez, passages nuageux hein, sur l'ensemble des régions, notamment. À quelle heure? À quelle heure? Le C'est matin. pas possible. La matinée. C'est la journée. La journée. La Ah, journée. d'accord. Je vais Non, pas- on est en hiver. On est en hiver. On est en C'est hiver. justifié. Non, non, c'est la journée. C'est C'est la justifié. On est en hiver. Voilà. C'est des nuages blancs. C'est pas des nuages gris. Et ben voilà, ça fait quand même partie du décor aussi. Hein. Exactement. Et c'est Voilà. très beau à voir. Ah, je te laisse travailler. Merci beaucoup. C'est très gentil. Donc, des nuages sur les régions nord, notamment à l'ouest et au centre. On notera un ciel plutôt voilé vers les côtes est avec des passages nuageux vers les aurès sur les régions sahariennes, des nuages également avec possibilité de quelques faibles pluies, notamment sur le sud-ouest, la Saoura, le nord Sahara et les oasis, et puis un ciel plutôt voilé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord entre 20 et 22 degrés. Sur les régions intérieures, on notera 17 degrés. Du côté de Tiaret, 21 degrés, à Tlemcen 14, à Al Bayadine Hama 18, à Constantine 20 degrés, à Gherdaya 18, à Béchar 27 Tindo, 25 à Adrar, In Salah et enfin 28 degrés à Borjati Mokhtar, In Gazzam. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. Eh bien, on notera une mer plutôt calme à l'est du pays, peu agitée à l'ouest et au centre, avec des vents entre 30 et 40 km/h vers la partie ouest et centre, et entre 10 et 20 km/h vers la partie est. On passe tout de suite à l'Asie. Aujourd'hui, des nuages, des pluies également, notamment à Bangkok ou encore Singapour, Jakarta, un ciel voilé,
parfois même dégagé à Hong Kong et Manille. Côté Mercure, on notera moins 4 degrés à Pékin, 13 degrés seulement à Tokyo, 31 degrés à Manille, 21 à Hong Kong, 31 à Bangkok et enfin 31 degrés à Colombo. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Il va quand même faire beau. Hein. On aura une journée agréable. Non, ça sera agréable, pas trop froid. Voilà, 21 degrés, c'est parfait. Une journée idéale pour aller faire un tour du côté du FIBDA. Exactement. Exactement. Au fait, Mina, quand tu étais petite, on te faisait peur pour aller dormir? Ah bah oui. Avec quoi? Je te dirai pas. Ah, je te dirai pas. Non, tu te rappelles des différentes légendes qu'on te racontait pour que tu puisses dormir, manger les légumes? Non, pas que dormir. Pour ne pas, par exemple, sortir dehors, jouer entre midi et 3 heures, par exemple. Voilà. Oui. Par exemple, pour rentrer plutôt à la maison, pour dormir, pour manger des pour légumes. manger. Oui. Un bororo, tu connais? Bororo, bah oui. Qui ne connaît pas? Personnage principal pour faire peur. Mes petites, on disait bouloulou. Les Bon, voilà. bouloulous. Aujourd'hui, on va en parler avec notre invité qui est l'un des premiers bédéistes, l'un des premiers dessinateurs, Saïd Zanoun. On va le recevoir dans un petit moment pour nous parler du retour de Bororo. Et oui, en regardant le titre, ça m'a fait rappeler l'enfance. Mais c'était quand même de beaux souvenirs. Hein. Très, très beau. Voilà. Mais sinon, Bororo servait aussi pour manger des légumes. D'accord. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui ne mangent jamais de légumes. Jamais. Et tu as déjà mangé, toi, des chocolats aux légumes? De quoi? Eh oui. Au gingembre, je connais, menthe, ok, mais les légumes, non. Chocolat aux légumes, eh ben, des chocolats aux légumes. Et tu sais qu'on va en parler aujourd'hui? Franchement, je suis curieuse de voir ça. Eh ben oui, des chocolats aux légumes. Et j'ai pas encore goûté. Mais à la pomme de terre, à la tomate. Aux courgettes. C'est vrai? Oui. On fait bien des gâteaux à courgettes, donc pourquoi pas? De toute façon, les légumes, ça contient un peu de sucre. Hein, donc il y a toujours un petit arrière-goût sucré. Exactement. Et il suffit juste finalement de savoir bien mesurer les ingrédients. Franchement, ça me donne envie de on va en découvrir. parler aujourd'hui. J'ai hâte de voir ça. Aujourd'hui. Et ben voilà. Alors, tu seras parmi nous jusqu'à midi? Avec plaisir. Pour voir un petit peu les chocolats aux légumes et revivre un petit peu l'histoire de Bororo? Avec plaisir. Eh ben voilà. Alors, on te retrouve tout à l'heure après journal télévisé du midi. Après 19h. Le week-end prochain pour Bonjour d'Algérie, tu sais ce que ça va être le week-end prochain? Le 31. Il faut penser à des résolutions d'ici là. Non. Pas de résolution, ça ne sert absolument à rien. C'est la meilleure résolution. Exactement. Ne pas en avoir. Eh bien, entre-temps, on va aller du côté d'Oran. Est-ce que tu sais que Oran, cette année, enfin 2020, l'année prochaine, dans une semaine, eh bien, Oran sera pas en 2020 la semaine 2022, pardon. Oui. 2022. Les passages d'une année à une année, c'est toujours très difficile. C'est très difficile. Pour reprendre, alors je reprends. Hein. Donc, mais Oran, là, on est à 2 ans, là, entre 2020 et 2022. Ça se ressemble. C'est qui se ressemble. En 2022, Oran abritera les Jeux méditerranéens. Oui. Et voilà, et c'est vrai que Oran s'est mis sur 131. Hein, donc, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites entre-temps. Donc, très belle ville. La ville, elle est très belle. Exactement. Et en plus, elle a été embellie, encore une fois, pour bien recevoir ces Jeux, donc ces Jeux olympiques de 2022. Donc, notre pause musicale de cette matinée nous vient d'Oran et ce sera donc en compagnie du légendaire Ahmed Wahbi, qui nous chante, qui nous interprète la chanson d'Oran, Wahran Wahran, et on se retrouve juste après.
معاهم صغري لهم فني طول عمري عديت معاهم صغري لهم فني طول عمري عمري لا ننسى بلادي أرضي وأرض جدادي وهران تروح شبابي وهران تنسي لي عذابي نحلف لك ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي والله ما يطولش غيابي ونعود بين أهلي وأحبابي محلى سهريات بلادي قصبة والقلالي صادي يلي ماشي ليها غادي وصي يتهلوا في بلادي يلي ماشي ليها غادي وصي يتهلوا في بلادي وصي تاني على الناس تركوا دينهم تبعوا الكاس يكفينا من الكاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة يكفينا من الكاس والمايدة راها عشرة بلا فايدة وهرا راكي حارة رجعوا لك ناس اشطار كانوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة كانوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة. De retour sur le plateau et Saïd Zanoun est parmi nous ce matin. Saïd Zanoun, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, si on est en train de rigoler, c'est parce que Monsieur Zanoun est en train de faire ses 88 ans. Qu'est-ce que vous m'avez dit? Vous êtes en train de... Je suis en train de me bagarrer avec. Voilà, vous êtes en train de vous bagarrer avec les 88 ans. Et pourtant, vous ne les faites pas. Hein. Hein? Et pourtant, vous ne les faites pas. Je suis déguisé. Vous n'êtes pas déguisé, vous avez un bon cœur, c'est ce qu'on dit. On dit quand on a le cœur jeune, quand on a l'esprit jeune, on reste jeune. Voilà, tant mieux, heureusement. Oh là là. Et on a de la chance de vous avoir. J'aime pas les rites. Vous en avez pas. Voilà, vous en avez pas de toute façon. Et tant mieux pour nous, parce que finalement, c'est nous qui profitons de toute cette belle expérience que vous avez et surtout de tout ce, on va dire, de ce background que vous avez par rapport au dessin, parce que vous avez commencé déjà vers les années 50. Là, on remonte à loin. Hein. Oui, oui. C'est un don, le dessin. Le bon Dieu, il a donné des dons à tout le monde. Chacun, c'est des dons différents. Il faut savoir en profiter, mais certains n'ont pas su en profiter. Il a le don, il ne se reconnaît pas, il ne sait pas. Voilà, il faut savoir déjà le détecter et le développer. Il faut savoir se découvrir d'abord. Alors, moi, le dessin, ensuite, j'ai fait les beaux-arts. J'ai fait les beaux-arts chez le professeur Nicolet dans les 51-52. Mais avant 51-52, je dessinais déjà. Oui. Je me dessinais, j'étais à l'école. Puis j'étais à l'école en même temps dans l'école des Aoulettes. Je suis à la Redoute, entre la Redoute et le Clos Salambi Madania actuel. Et il y a l'école qui s'appelle l'école des Aoulettes. Et il y avait, comme c'était la guerre 39-45, on était serrés. Il y avait 3-4 classes dans la même... Alors il y avait chez les Crémiers, par exemple, qui est né en 1930, l'ancien champion de boxe, il était avec moi. Mais alors, donc lui, il était premier rang, deuxième rang ensuite. Notre année, troisième, quatrième, 1934, c'était moi. Et il y avait 2 tableaux, il y avait M. Hakami qui nous montre. Alors il dessinait, c'est un très grand dessinateur. Alors quand il disait, Chérif Hamia, passe au tableau, fais-moi un artichaut. Alors il va tac, 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 il fait un artichaut. Oui. Alors Zanoun, ça y est, il passe au tableau. Alors moi je passe l'autre tableau. Oui. Et je fais le dessin qu'il me demande. Et par la suite, j'ai dessiné, quand je suis rentré coursier dans une pharmacie, et il y avait un coiffeur à la rue boulevard Bugeaud, et il y avait salon de dames en haut, salon pour hommes en bas. Il avait une vitrine. Et il y avait un jeune coiffeur, moi j'aimais, j'étais gosse, j'étais jeune, je faisais couper les cheveux chez lui. Alors je faisais des dents. Tu sais, M. Alphonse, il demande, est-ce que tu ne peux pas faire une belle demoiselle avec une belle chevelure bien peignée pour mettre en vitrine? Alors j'ai dit oui.
Alors, Et vous aviez quel âge environ? Oh, j'avais 17 ans, 16, 17 ans, c'était... Alors, quand j'ai fait Véronica Lac. Alors, j'aimais le cinéma, j'aimais Oui. tous le cinéma, le petit cinéma allant là, les bagarres, les gangsters, tout ça. Puis il y avait la blonde Véronica Lac, là, qui me plaisait beaucoup, et surtout pour le crayon. J'ai fait la chevelure, elle est sortie comme ça. Il l'a mise en vitrine. Et avec celui qui se faisait couper les cheveux là-bas, c'est le responsable de l'école d'Alger, directeur. Alors quand il a vu ça, alors il y a monsieur, l'employé d'Alphonse, il me dit, tu sais, il y a le patron de l'école d'Alger, il te veut travailler chez lui. J'ai été le voir, quand il avait, parce que j'ai signé Saz, Oui. Saz, je ne sais pas Saïd Zanoun, mais quand il a vu, quand je suis arrivé, il avait mon nom en complet, Saïd Zanoun, là, il a dit, bon, on va garder vos coordonnées, et on vous appellera dès qu'on a besoin, tout ça. C'était une façon de dire non. Ma chance, c'est chez le même coiffeur, il y avait le concurrent qui se faisait couper les cheveux là-bas, qui s'appelait Pierre Jacarez, D'accord. qui était Dépêche quotidienne. Alors il mange Dépêche Magazine qui dépendait de Scafino. Alors qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il y a le coiffeur lui raconte. Alors il se dit, ah bon, il n'a pas voulu, faut me l'envoyer. Et là, j'ai eu cette chance de connaître Albert Adrel, José, Jean-Jacques, José Montali, et j'ai dessiné dans le journal, j'ai fait la bande dessinée. Et voilà, vous avez fait la bande dessinée. Nous allons voir quelques planches d'ailleurs que vous avez gardées précieusement, on va dire. On va voir quelques planches, vous allez peut-être nous les commenter. Voici la première planche. Elle est juste là, en face de vous. Ouais. Ben ouais, ça c'est c'est ma grand-mère qui racontait des histoires, c'était Mouchoura. Alors moi je prenais ça, c'est des contes, et je faisais la et je donnais, j'étais content. Ça a été publié dans Dépêche Magazine le jeudi, dans le journal de Dépêche quotidienne appartenant à Scafino. Voilà. D'accord. En 1955, celle-là. Il y a une autre. Ça c'est une preuve, voilà, c'est la suite là. Ça c'est une preuve pour dire que celui qui a commencé. J'étais le seul, le seul, même à la bande dessinée à l'école des Beaux-Arts. Parce qu'on disait, chacun, j'entends, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait ceci. Pas vrai. Quand j'étais aux Beaux-Arts en 1951, j'étais le seul. Et je suis devenu le chouchou de l'atelier, hein, les Beaux-Arts, parce que il y avait, ce qui était surprenant, c'était extraordinaire. À cette école-là, il y avait le directeur général de la Banque du Crédit Lyonnais en retraite. Eh bien, il prenait des cours de dessin en retraite. Foutu, c'est fini, non? Ben, il était là et il prenait des cours. Il y avait un borne, j'étais entre les deux, un borne, et il faisait un modèle nu. Oui. Le modèle qu'il faisait était plus bon encore que le modèle. Alors, ça il y a une autre planche ici aussi? Oui. Ça, c'est l'humoristique. Ben, là, il y a Zanoul, mais si on met au Paul ou je sais pas quoi, c'était au moment de la presse française. Je vous dis, j'étais chouette, regardez le dessin là aussi. Voilà. Vous pourriez peut-être nous raconter un petit peu le scénario? Des blagues. D'accord. Voilà. Il trouve qu'il a une belle couleur. Voilà. Le médecin dit voilà. Alors, On faisait des dessins, on faisait des contes, on faisait de tout. Voilà. Alors justement, parce que généralement lorsqu'on fait des bandes dessinées, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus la caricature, hein, donc au niveau de la presse écrite, mais là c'était un peu la bande dessinée, donc c'était un petit peu comme ça des contes que vous racontiez, c'était des histoires où ça cadrait avec l'actualité, parce que caricature aujourd'hui généralement ça cadre avec l'actualité. Qu'en est-il un petit peu de la bande dessinée au niveau de la presse écrite? L'actualité, parce que je ne sais pas si on le montre ici, parce que l'actualité, par exemple, en 1955, j'ai dessiné les cavaliers, j'ai imaginé, ma grand-mère racontait des contes, des histoires. Alors je vois mon cavalier, je l'ai à l'Algérie, je me dis à l'Algérie, je ne sais pas si c'était comme ça. Envahi par tellement de nations, on a copié tellement ils nous ont laissé tellement d'habillements, de manières, de façons, qu'on ne sait plus exactement comment c'est. Et j'ai dessiné un cavalier, mais j'ai mis le drapeau algérien, un semblant de drapeau algérien, sur le bras, tatoué, en 1955. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'adolescence, le courage, l'audace, l'ignorance. Alors, j'ai dessiné, des fois je mets un croissant, des fois je mets
quelques Oui. pointes, quelques machins, et puis je faisais. Et c'est apparu, c'est dans le journal encore. Je l'ai là. Et alors, en haut, il y avait un article du patron de l'école d'Alger qui me félicitait. D'accord. Nous avons le talent, nous avons un jeune qui s'est dessiné, tous. Et tout à fait en bas, il y a le cavalier avec le truc. Oui. Alors, il y avait Fathadin Zaoud Nourdi, Allah yarhamou, il est mort, Moumaki Adra Mizan, il est mort. On se rencontre au café Tanja. Alors, il y avait les planches en bois, il y avait des journaux, l'Écho d'Alger, la Dépêche quotidienne, le Journal d'Alger, dimanche matin, puis il y avait l'Alger républicain, il y avait tout ça. Quand ils prenaient leur café, ils prenaient le journal. Puis après le journal, ils voient qu'on m'a félicité, et puis ils voient, c'était fou, ça va pas, et on nous fera arrêter. Regarde, qu'est-ce que tu as fait là? J'ai dit, Ah, voilà. J'ai quand même fait passer des messages de bons nationalistes, d'un jeune bon nationaliste. Alors, Monsieur Saïd Zanoun, il faut dire qu'après l'indépendance, la bande dessinée a connu quand même un essor. Il y a eu beaucoup de BDistes qui se sont un petit peu adonnés à cette passion. Et Sophia Chouba, notre collègue justement, est revenue un petit peu à la bande dessinée algérienne dans ce reportage qu'on vous propose et on se retrouve juste après. Les premiers BDistes algériens dont les noms sont devenus connus vers la fin des années 60 ne manquaient pas de talent. À l'instar de Ahmed Haroun, père du personnage Mqidesh, et de Slim Dont, l'album Zidia Bouzid lui a consacré sa célébrité. Dans Slim, j'aime beaucoup son humour, les Algériens, et il reflète vraiment la société algérienne. Puis il utilise aussi un langage familier. C'est très nous, c'est très algérien, c'est notre quotidien qu'on vit dans Zidia Bouzid. Ce sont nos problèmes et notre société. De son vrai nom, Menawar Marabtan, Slim est un dessinateur de presse et auteur de plusieurs albums de BD et a longtemps participé à l'émergence d'un art pas comme les autres. L'Algérie, elle se targuait de dire que c'est un pays de la bande dessinée, il y a eu beaucoup de production. Et je pense qu'il peut y en avoir davantage si on facilitait les choses aux créateurs. Bon, maintenant, on a vu dans le monde entier que la bande dessinée, elle peut servir dans beaucoup de choses. En tant que propagande, en tant que publicité, en tant que dans l'éducation nationale, dans les grandes tâches d'édification. Les personnages du BDiste comme Bouzid et Zina sont devenus familiers d'une actualité tourmentée qui reflète le vécu de la société. La plupart des BDistes algériens illustrent parfaitement par le biais de leurs planches des personnages hétéroclites et parfois excentriques. Dosée d'humour, la BD fait tantôt partie du quotidien du lectorat. Ça fait partie d'une culture algérienne. Je me souviens que vers l'âge de 6 ou 7 ans, j'adorais, à l'école, on faisait du dessin et un truc qu'on nous donnait. À l'époque, il y avait des dessins et puis on pour découper, c'était merveilleux. Et, pour moi, c'était ça l'enseignement, c'était aussi le... Et puis, petit à petit, j'ai commencé à dessiner constamment. En plus, disons, avec le fait qu'à une époque, on n'était pas très à l'aise, ça servait aussi de compensation qu'on n'avait pas. Le 9 alors très créatif par les sujets d'actu, pointant du doigt tous les aspects de la vie. Passé au peigne fin, le crayon du BDiste ne s'arrête pas et innove en fonction des contextes économiques, politiques et sociétaux. Le profil d'un BDiste est plutôt régulier, car faut-il l'avouer, ce métier s'appuie sur une maîtrise du dessin et sur l'art du récit intégré dont le jargon du BDiste dénominait la bulle. De nos jours, on observe que la bande dessinée attire des talents émergents. Et qu'il s'agit de papier pour terminer une historiette burlesque ou satirique qui est à une de nos journaux pourtant, sans crainte d'être soumise à la censure. Et voilà, donc un retour à la BD, la bande
dessinée algérienne avec en compagnie de Sofia Chouba. On a pu voir les travaux de Mohamed Aram, Slim, donc à travers Zidia Bouzid, qui a révolutionné finalement le monde de la bande dessinée, n'est-ce pas? Mohamed Aram, ouais, il faut le rendre hommage quand même, c'est des maîtres. C'est des maîtres, mais c'est dire, l'enfant algérien, je vais vous parler de quelque chose, il y avait aussi les cinémas. On prend Babelouet par exemple, cinéma Bijou, Marignan, Suffren, Rialto, Plaza et Majestic, on disait que c'est le grand. Bellecour, vous avez le cinéma caméra, Mondial, Musée, Select, Alcazar, Roxy, tout ça. Et nous les jeunes, les pieds pour voir les enfants, ils sont là, on faisait du troc des illustrés. Je te donne Zorro, tu me donnes Tarzan, tu donnes voilà Cassidy, voilà Ken Ménard, voilà, et on faisait, c'était une école. On prenait ces bandes dessinées, et alors avec le dessin lui-même, il dit quelque chose, pour bien le comprendre, les bulles. Alors les bulles, on est obligé de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans la bulle, et on apprenait. Donc c'est devenu une école. Et alors quand il prenait les grandes personnes, et les petits, quand on a le père ou l'oncle ou le grand frère, quand il prend le petit avec un illustré, il lui enlève. Il dit non, tu fais Mickey, encore des Mickey, des trucs comme ça, et alors à l'école, moi. Mais il n'empêche que lui, derrière, il le lit. Oui. Parce que pour que l'Algérien, il lit, que ce soit petit ou grand, il aime lire, il aime apprendre, il aime grandir. Et alors, je dis, j'ai l'expérience à Tizi Ouzou, par exemple, à un moment, en 2017, on m'a honoré là-bas, et on m'a donné une classe. Des enfants de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Alors il y avait une classe d'Azara, une classe de Tizi Ouzou. Ils sont photographiés avec moi, et je leur ai donné un dessin à faire. Je leur ai donné un dessin à faire, un visage humain en 6 carreaux. C'est en 6 carreaux, dans lequel on montre l'endroit, l'emplacement de l'œil, l'emplacement du nez, de la bouche, de l'oreille, du truc. Comment? Je peux vous le faire tout de suite là. Alors, et j'ai donné ça à chacun pour le faire. Quand ils me les ont rendus, ils les ont tous réussi. Ça m'a fait plaisir parce qu'ils aimaient dessiner, parce que c'est la communication qui a été bien donnée. Ils ont été bien encadrés aussi, il y a une bonne explication. Et quand ils me les ont rendus, il y avait la directrice, Madame Nabila Gomzian, elle m'a dit, est-ce que tu donnes des notes? Je me suis donné 7 sur 10 à moi. Je me suis dit, ah bon, 7 sur 10. Et puis j'ai vu les gosses, j'ai donné 8 sur 10, 9 sur 10, certains j'ai donné 10 sur 10. 10 sur 10 pour un dessin? Pour un dessin. On m'a dit pourquoi? Parce qu'on ne donne jamais. J'ai donné 10 sur 10. On me dit pourquoi? J'ai dit moi je l'ai fait en noir et blanc. Certains enfants, à leur âge, ils me l'ont rendu en couleur. Donc ils ont compris. Donc ça leur a plu, ils ont ajouté la couleur naturelle. Voilà. C'est tout ça pour dire que l'enfant algérien, il s'agit de l'encourager, de lui dire qu'il m'a le bismillah, il est capable de vous répondre alhamdoulilah. Voilà. Effectivement. Alors, on a vu une photo, vous pourriez la commenter, elle est juste là, en face de vous, de l'autre côté. Voilà. Allez. Ahmed Aron. Voilà. Elle est bon. Ils sont tous bons. Mais Ahmed Aron, il est merveilleux. C'est un ami. Moi, je suis fier de voir ces créateurs de dessins. C'est pour le bonheur de nos enfants. Voilà. Il faut dire aussi, pour le bonheur des enfants, justement, et que les enfants aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui algérienne s'est beaucoup tournée, il y a eu un retour finalement vers la bande dessinée, d'autant plus avec la culture internationale, des mangas, des comics, etc. Donc les jeunes s'intéressent de plus en plus à la bande dessinée, avec les différentes éditions du Festival international de la bande dessinée, qui leur encourage encore une fois à la lecture, à tisser donc ces relations avec la bande dessinée. Moi je les félicite, moi je leur tire chapeau. Parce que c'était, on dit qu'il n'est jamais trop tard. Vous leur tirez la casquette. Moi, vous leur tirez la casquette. J'en ai plusieurs. Hein. Voilà. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, mais on aurait dû le faire il y a très longtemps de ça. Parce que nos enfants, je dis, je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter, ils aiment apprendre. Il faut leur donner les moyens. Il faut leur donner s'ils n'ont pas de moyens, ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas possible. Si on doit, voilà, alors je dis ce qu'il a fait Hamdaran, ce qu'il a fait Slim, ce qu'il a fait, ce qu'a été Haider, c'est une merveille. Moi je suis fier d'eux, je ne peux que les féliciter. Mais
Il faudrait encore, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1962, on était à 8-9 millions. Nous sommes à 45 millions. Oui. Donc ça augmente, nos enfants ont besoin d'apprendre, et puis voilà. Je dis bon courage à nos enfants. Effectivement, et surtout que le festival, il est ponctué par des conférences, par des ateliers, par des formations. Donc c'est ce qui encourage encore plus les jeunes finalement à mieux intégrer, à mieux connaître le monde de la bande dessinée. Monsieur Zanou, vous avez été honoré cette année aussi par la FIBDA, par le FIBDA. J'en suis fier. J'en suis fier, je suis content, puis je suis fier de revoir encore, de voir encore ces gens-là. Et tant que je vivrai, tant que je pourrai, je donnerai le meilleur de moi-même pour ces jeunes-là. Ils en ont besoin. Il faut qu'ils grandissent, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils montrent. Il y a beaucoup de choses à raconter sur notre pays. Il y a beaucoup de la bande dessinée, on peut dessiner des histoires algériennes. On peut dessiner la révolution algérienne, on peut dessiner le comique algérien, la société algérienne. Nous avons le sud, nous avons le nord, nous avons Oran, nous avons le sud. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la Kabylie, il y a les montagnes d'Urdura, faire des histoires. Il y en a. On a été tellement envahis par tellement de nations, que ce soit les Byzantins, les Philistins, les Turcs, les Romains. Il y a tellement de trucs à faire. Il faut y aller. Pas seulement dans le comique, même dans la dramatique. Oui. Il faut. Parce qu'on prend les Américains avec le Marvel. Ils font le Capitaine Marvel, un truc. Les Français, quand ils font les Piniques, ils font les bébés frécotins, Spirou, tout ça. Pourquoi on n'en fait pas? On n'a qu'à essayer de faire comme eux. On ne fera jamais comme eux. Voilà, effectivement, que la dessinée la bande dessinée, ça a aussi inspiré une nouvelle passion, le cosplay. Et aujourd'hui, donc, les jeunes, non seulement ils arrivent à lire, à comprendre, à dessiner des bandes dessinées, mais carrément coudre finalement le costume de leur héros préféré. Il y a même des concours de cosplay. D'ailleurs, lors de ces différentes éditions du festival donc, international du FIBDA, et justement, notre collègue a rencontré une de ces cosplayeuses, et on a aussi des filles qui s'adonnent à cette passion. Elle écoute, pourquoi pas, donc coudre carrément les tenues, donc les costumes des cosplayers, et c'est Sabrina Khlifi qui a rencontré Mariam Pourdou. Alors, je m'appelle Mariam, j'ai 28 ans. Et je suis couturière et cosplayeuse. J'ai commencé la couture en 2015-2016. J'ai voulu faire du cosplay moi-même, parce que la plupart l'achètent. J'ai pas vraiment compté, mais ils sont dans les 20. Mon premier costume remonte le 28 août 2016. Il y a certaines personnes qui viennent me faire des commandes pour des cosplays, et je leur réalise leur costume, comme celui que j'étais en train de faire. C'est une commande pour une cliente. J'avais 6 ans. À l'époque, on passait le manga Digimon à la télé. Et depuis ce temps-là, je suis passionnée de manga. J'ai choisi le monde de manga qui me plaît. On peut rêver, on peut faire ce qu'on veut, on peut être ce qu'on veut et personne ne peut nous juger. Alors, en dehors du cosplay, j'ai plein de choses à faire. Je suis passionnée de manga, j'aime beaucoup lire les mangas, que ce soit chez moi ou sur internet. J'aime beaucoup lire aussi des romans. Je suis aussi passionnée de jeux vidéo, je joue même pendant des heures, des fois je dors pas. Je ne dors pas alors que je joue, mais j'aime bien, ça m'aide beaucoup. Je regarde aussi des séries télé et je travaille aussi sur un projet couture. En 2018, j'ai gagné le prix du meilleur costume avec mon costume Simon de Beauvoir de Nier Automata. C'était mon costume préféré parce que il était plutôt 3 mois à le faire. Mais alors, ceci est ma dernière création pour la FIBDA 2021. C'est une surprise. Je ne vais pas vous dire quelle personne c'est, mais je vais vous dire de quel univers il s'agit. Il s'agit de l'univers de Bloodborne. Donc,
retour sur le plateau, c'était donc Mariam, une cosplayeuse qui, elle, est couturière et donc confectionne ses costumes même. Et c'est Sabrina Khalifi qui l'a rencontrée pour nous. Monsieur Saïd Zadoun est toujours parmi nous ce matin. Vous avez vu un petit peu les jeunes aujourd'hui, j'ai envie de dire, ils n'arrêtent pas de nous étonner, de nous impressionner C'est avec des jeunes savants. des jeunes savants. On l'a des jeunes savants. Il faut leur montrer, montrer. Vous savez, on leur montre un petit chemin comme ça, ils vont tourner. Alors c'est extraordinaire. Mais ils font plaisir. Moi, quand je les vois, ils ont toujours les yeux curieux, qui demandent, des yeux qui questionnent, des yeux qui, quand on le regarde, ils questionnent aussi. Il faut savoir comprendre cet enfant-là, il faut savoir lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse avancer. Voilà. Il ne demande pas mieux. De pas comme avant, il dit que je souffle les Mickey. Eh ben, je souffle les Mickey. Oui, avec le Mickey, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de toute façon de l'éducation aussi, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de valeurs aussi qui sont véhiculées à travers ce 9e art. C'est-à-dire avant, c'est pas la même chose. C'est-à-dire parce qu'ils cherchaient d'abord à travailler, ils cherchaient d'abord, c'est la misère, pour voir les choses bien en face. Avant, ils n'avaient pas peut-être le temps de bien éduquer l'enfant. Il avait besoin d'aller travailler, il n'y a pas de travail, d'aller chercher un bout de pain, il avait famille nombreuse. Alors bien sûr, il n'a pas le temps de... Mais maintenant il peut. Maintenant, il peut quand même rester avec son enfant, avec l'enfant, avec le petit, lui apprendre, et ça va marcher. Tout. Effectivement. Mais sinon, M. Saïd Zadoun, il faut dire qu'en plus du dessin, vous êtes aussi auteur, n'est-ce pas? Bah oui. Et nous avons une panoplie de vos livres. J'ai commencé auteur au journal, dans la bande dessinée. Oui, déjà. Et alors, il y avait une fille, c'était Orida, qui était la chanteuse Miss Printemps. Elle habitait le quartier La Redoute. Une fille, elle me dit, quand tu écris pour le journal, tu n'écris pas pour la cabine, pour la radio. Ah, je dis, je ne sais pas écrire pour la... Puis je suis rentré, puis j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à faire, mais j'ai fait un autre genre. Alors, j'ai fait des policiers parce que, je dis, il n'y a pas de raison. J'ai dit que Georges Simenon, il a créé Maigret, Agatha Christie, elle a créé Poirot, et l'Algérien a créé quoi? Nous avons des policiers comme tout le monde. Et j'ai créé mon commissaire Amara Saïd. Voilà, j'ai créé moi aussi mon commissaire. J'ai dit Marie-Chile en Angleterre, elle a créé Frankenstein, elle avait en 1820, et Frankenstein qui a fait la traversée, le monde est devenu mondial. J'ai Bram Stoker, l'Américain, qui a créé Dracula, parce que nous sommes un peu vampires sur les bords. Quand il dit ça, chaque deux mots. Il s'est basé sur ça, il a créé un vampire, et j'ai dit, l'Algérien, il a créé quoi? Il a créé Bourourou. Pourquoi Bourourou? Pourquoi? Parce que Bourourou, quand on l'entend, et dans la nuit, alors on dit je dis, mais pourquoi? J'ai dit, quand je regarde, il faut bien regarder les choses bien en face, Bourourou, c'est le plus bel oiseau du monde. Oui. Il est beau. Je dis, il a des... On rappelle que c'est le hibou. Non, le hibou, c'est ça, c'est le hibou. Alors, il a une tête de chat, il a des belles plumes, il a des beaux yeux, Alors, même une vieille, une dame, quand elle va pour une jeune fille, pour marier son fils ou son neveu comme ça, elle fait ce qu'elle fait. C'est la beauté de Bourourou. Et en plus de ça, Bourourou, c'est le garde-corps rapproché de la santé de l'homme. Il ne faut pas oublier que Bourourou, c'est un rapace. C'est un rapace, effectivement. Et il mange quoi? Il mange le rat et la souris. Il ne faut pas oublier que la traversée de la Volga par les rats et les mulots, ils ont envahi l'Europe, toute l'Europe. Il y a eu 100 millions de morts par la peste, les poux de la peste. Qui c'est qui les a ramenés? C'est les rats. Et alors que Bourourou, le rapace, lui, il attaque, il mange ça. C'est-à-dire, il attaque le transport. Très utile. Voilà, effectivement, il est très utile pour l'environnement et pour garder l'équilibre écologique. C'est ça, il détruit le transport de la mort, de la peste. Mais l'homme, il n'est pas reconnaissant. J'ai dit, c'est son garde, il l'a protégé. Et quand il entend, quand il fait la cour, et alors il peut faire dormir dans le cimetière avec le mort et pas avec l'homme vivant. Alors quand il est au cimetière, quand il fait la cour, dans le genre de Cyrano de Bergerac, il fait la cour à Roxane, au Roméo à Juliette. Alors quand il appelle la chouette, il a fait et quand elle est d'accord, elle répond, il dit alors il dit, ça y est, Belkacem il est malade, il ne va pas tarder à passer. Il a été appelé par Bourourou, la chouette, etc.
C'est une malheur, c'est de la médisance, c'est des trucs. Alors là, j'ai dit, il y a des gens, ils sont bons, ils sont merveilleusement bons, mais seulement le physique est puissant. Et alors on l'accuse à cause de son physique. Jamais il va j'ai créé Boloro, parce qu'il est tellement, c'est un homme, il ressemble à Boloro, et il est tellement critiqué que finalement, il devient par la force des choses un savant aussi. Il a créé l'association du sang animal avec le sang humain. Ils l'ont pris pour un fou. Ces deux personnages, l'autre pour son savoir et l'autre pour son physique, ils se rencontrent, ils vont créer Boloro, un monstre. Et Boloro, justement, il faut dire qu'il fait partie aujourd'hui du patrimoine immatériel de l'Algérie, n'est-ce pas? Il fait partie un petit peu de cette tradition orale aussi aujourd'hui. Hein. Donc Boloro, il a servi à nous faire dormir, il a servi à nous faire manger des légumes, à rentrer tôt, à faire nos devoirs. Il est classé première catégorie. Effectivement. Par la société à Paris. Voilà, alors on rappelle qu'il y a eu 2 tomes, donc Hurlement de Boloro et Le Retour de Boloro aussi, donc 2 tomes en français. Donc la version originale, elle est écrite en tamazight et traduite donc par Farouja Khiyar. Farouja Khiyar est corrigé par Jawhara Mhiss. Ah ben voilà. La grande dame. Effectivement. Voilà à qui on passe le bonjour ce matin à travers notre émission. On les embrasse aussi. Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir fait voyager dans le temps, à travers la bande dessinée, à travers la légende de Boloro. Je vous ai pas fait peur au moins, non? Du tout. Bien au contraire, Aujourd'hui, on sait que quand même, Boloro n'est pas aussi méchant que ça finalement. Vous apportez Fatima. Voilà. Effectivement. Ben, merci beaucoup encore une fois, M. Saïzano, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Marhaba bik à tout moment. Là, voilà. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons découvrir un artisan, donc un maroquinier. C'est justement Anissa Bouzid qui l'a rencontré pour nous et on se retrouve juste après. Dans ce petit atelier que Salah Benzina passe le plus clair de son temps à exercer sa passion, la création des sacs en cuir. J'étais dans une entreprise étatique. J'ai plusieurs diplômes comme ingénieur d'application en informatique, technicien supérieur en maintenance biomédicale. Je travaille même dans des hôpitaux. Après, j'ai cherché à faire un projet comme tous les jeunes Algériens. J'ai débauché sur cette profession. C'est au hasard. Mes premiers contacts avec la matière, c'était chez un Tunisien. Je voulais apprendre, c'était difficile d'aller et revenir. Après, j'ai cherché en Algérie. Alhamdoulilah, un ami m'a ouvert les portes de son atelier. On s'améliore de jour en jour à travers les modèles, à travers même YouTube. On s'inspire des techniques, de nouvelles techniques, des techniques méconnaissables. Ici, on découvre toutes ces créations, des sacs en cuir et de la petite maroquinerie. Le tout décliné en plusieurs tailles. Il y en a pour tous les goûts. Des objets tels comme le sac, les cartables, les portefeuilles, tout ce qui est maroquinerie en cuir. C'est du véritable cuir. C'est du véritable cuir animalier. C'est du bovin, caprin, c'est de la vachette, c'est de l'agneau, c'est des différents types d'animaux. Un outillage de base, quelques fardeaux de cuir et toutes sortes d'objets posés en vrac, Salah confectionne à la main de très beaux objets. On a la peau. La peau naturelle, elle est de très bonne qualité par rapport à ce que l'animal se nourrit. Et après, les techniques de tannage, ça diffère entre les tanneurs. Je fais entièrement la découpe à la main avec un cutter ou un indispensable. C'est un outil indispensable pour les maroquiniers. Après, il faut d'abord avoir des patrons pour les modèles. C'est comme dans la couture, dans d'autres artisanats, il faut avoir des moules, des patrons. Nous, dans cette profession, on les appelle des patrons. Et on utilise les meilleures parties visibles sur le sac. On les met sur les meilleures parties de la peau. Avec ses doigts de fée, Salah y apporte sa petite touche qui fait toute la différence. Et ce, à travers des dessins et motifs inspirés du patrimoine algérien.
à travers l'Internet ou les réseaux sociaux. Mais il y a toujours cette touche personnelle. J'essaie d'être un peu éloigné. Ma touche personnelle, c'est être mes propres modèles et garder toujours la touche algérienne, artisanale, qui représente notre identité, notre appartenance. Il y a plusieurs facteurs sur ma sélection. J'essaie de faire un mélange entre plusieurs artisanats. Par exemple, tel que le tapis, c'est de l'artisanat ancestral. Quand on le mélange avec du cuir, ça reste artisanal, ça donne un thème artisanal et c'est beau. C'est beau, c'est un thème artisanal. Ensuite, il y a la broderie féminin, il y a de nouvelles techniques comme l'impression sur cuir, l'impression sur tissu. On imprime des sujets artisanaux, des sujets d'identité algérienne, plusieurs sujets, même africains, même à la mode, des couleurs. Il y a une variété de choix. Ambitieux et optimiste, Salah Benzina aspire à agrandir son travail qu'il chérit tant. Et voilà, de retour sur le plateau, et nous allons rester dans le monde de l'artisanat, mais cette fois-ci avec les, on va dire, des friandises, le chocolat particulièrement, puisque nous avons des maîtres chocolatiers parmi nous ce matin. Safia Sakhraoui, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Marhaba bik. Merci. Et vous êtes accompagnée de deux très jolies jeunes filles. Ce sont vos filles. Allah yibarak, mashallah. C'est Hajar. Bonjour Hajar. Marhaba. Et Farah aussi. Bonjour Farah. Marhaba, ça va. Et vous-même? Merci pour l'invitation. Marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Ça sent très bon. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que ça sent très. J'ai même pas envie de parler d'ailleurs. Les odeurs sont tellement imposantes. Alors, Safia Sakhraoui, pour revenir un petit peu au chocolat, on a tendance un petit peu à penser que le chocolat, nous avons juste besoin d'aller acheter le VGKO, de faire fondre et de mettre dans des moules, et voilà, nous avons nos bonbons chocolat. Et pourtant, c'est tout un art derrière. Voilà. N'est-ce pas? Voilà, bien sûr, le chocolat, c'est un art. En même temps, pour choisir le bon chocolat, le mauvais chocolat, donc c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, il faut être connaisseur ou il y a des astuces pour ça? Non, il faut être connaisseur, bien sûr. Et il y a des astuces en même temps. Parce que des astuces, il faut avoir des informations sur ce produit. D'où vient ce produit, comment on peut transformer ce produit, comment le fabriquer, surtout d'où vient le produit. Parce que c'est voilà, la source. Parce que parfois, il y a des gens, surtout les enfants, quand on se pose les questions aux enfants, d'où vient le chocolat, ils nous disent c'est de bagara, de la vache. De la vache, voilà, chocolat au lait. Chocolat au lait, chocolat au lait. Donc apparemment, c'est autre chose. Le chocolat, c'est un art, c'est un fruit comme tous les fruits. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce métier et on veut le transmettre aux enfants surtout. Voilà, le transmettre aux enfants. Donc là, vous tendez un petit peu la perche. Nous sommes en train de voir d'ailleurs quelques photos qui défilent des ateliers que vous proposez aux enfants. Voilà, là, c'est le cabosse de cacao. Exactement, c'est quoi le processus de fabrication justement du chocolat? Voilà, donc justement, leur expliquer le processus de fabrication de chocolat. Donc ce sont carrément des ateliers pédagogiques que vous proposez, c'est carrément de l'éducation finalement à la consommation du chocolat. Exactement, c'est ça la vision en fait, c'est de leur apprendre vraiment quelque chose de nouveau, en même temps d'ouvrir un petit peu leur perspective pour qu'ils soient curieux. Comme ça, ils vont chercher à savoir qu'est-ce qu'ils consomment exactement, qu'est-ce qu'ils mangent. Parce qu'après tout, c'est facile d'entrer dans un supermarché. Et on est loin de la vache. Hein. Ben oui. Quand on sait ce qu'on mange, on est loin de la vache. Ben justement, en fait, c'est facile pour eux, quand ils choisissent leur goûter, de se laisser juste guider par l'image ou bien par l'emballage, la couleur, etc. Et parfois, ils ne lisent même pas l'intitulé du produit. C'est quoi le nom du produit? Parce qu'en fait, le mot chocolat, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas dénommer n'importe quel produit avec le nom chocolat. Effectivement. Ça doit être conforme aux normes internationales. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms dérivés, on va dire, de petites astuces qu'utilisent les commerciaux et les industriels. Pour ne pas dire, ou bien pour ne pas mentionner le nom chocolat, mais d'insinuer que c'est du chocolat.
Et quand on est un enfant, ben, on ne sait pas faire la différence. Pour nous, l'important, c'est que c'est bon. Il faut dire que l'emballage aussi joue un très très grand rôle. On attire l'attention avec l'emballage. Et finalement, l'enfant, tout comme l'adulte d'ailleurs, on est complètement dérouté, n'est-ce pas? C'est aussi le but de nos ateliers, c'est aussi d'apprendre et de former de nouveaux consommateurs pour essayer de, comment dirais-je, leur apporter un petit peu de conscience. Voilà. Pour qu'ils soient plus conscients de ce qu'ils mangent. Conscients de ce qu'ils mangent. Et surtout encourager finalement à carrément se familiariser avec la lecture, on va dire. Et de mettre la main à la pâte, de fabriquer lui-même, par lui-même, de faire des petites formes, comme on voit ici sur la table. Il y a des moules de différentes formes en fait, qui sont disponibles. Donc ils peuvent faire des sucettes, ils peuvent faire des bonbons, ils peuvent faire des formes qui montent toutes seules. Par exemple, des petites maisons bien dessinées. Pour offrir, voilà. Il apprend à offrir du chocolat au lieu d'offrir d'autres choses. De la pâtisserie, voilà, pour sa maman. En même temps, il devient fier. Il se dit, moi, j'ai fait ça. Voilà, il doit être fier. En même temps, le chocolat, c'est plein de bons nutriments, n'est-ce pas? Bien sûr, il contient beaucoup de vitamines. C'est préférable. C'est préférable aux friandises. Tout le monde aime le chocolat, pas que les enfants. Les vieux, les grands, les adultes. À qui vous le première pour ça. C'est pour ça qu'on a ciblé, on voulait entrer aux enfants par cette porte-là. Voilà, effectivement. Alors, Farah, vous participez tout comme Hajar, tout comme Safia, à tous ces ateliers. Quel est un petit peu le retour des enfants finalement? Ils sont fiers et on a aussi découvert plusieurs talents dans ce métier-là. Et on va pas se cacher dans la société, le chocolat, ça va pas faire dans la société algérienne surtout, c'est pas un produit qui est très en vigueur, on va dire, qui est très mis en valeur, exactement. Donc, il est très prisé. Oui, il est très prisé. Tout le monde qui adore le chocolat. Mais pour le talent, exactement, pour le produit en lui-même, nous on le mange parce que c'est une friandise, parce que ça nous apporte un certain plaisir quand on le mange. Exactement. Mais pour le côté pédagogique, le côté culturel, etc., on n'est pas très informé sur le produit. Surtout parce que des fois ils consomment le végétal et ils croient que c'est du chocolat par rapport au prix. C'est quoi la différence justement entre le chocolat et le végétal? C'est les composants, tout simplement. C'est les composants. C'est la composition en fait, du produit qui n'est pas la même. Et surtout, c'est le but en fait, d'avoir fabriqué le produit. Le chocolat, quand il a été fabriqué, c'était la friandise par excellence. C'était la nouveauté exclusive réservée seulement à la bourgeoisie, au roi, etc. Ensuite, ça s'est popularisé et puis tout le monde a eu accès. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Mais pourtant, ça reste quand même un produit de luxe. Parce que c'est cher. Le cacao, la matière première, en fait, ça reste toujours cher, ça reste rare. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le VGK a été inventé pour justement que les gens, au lieu de fabriquer des bonbons au chocolat, au lieu de fabriquer des gâteaux, surtout c'était que ce soit les gâteaux, les ganaches, les crèmes, voilà, exactement. Le VGK c'est plus malléable et c'est moins cher. Voilà. Et c'est fait à base de... En fait, la différence, c'est surtout la matière grasse. La matière grasse, ils ne sont même pas obligés. En fait, pour le VGK, les industriels ne sont même pas obligés de mentionner l'origine exacte. D'accord. Donc, ils peuvent mettre juste huile végétale, que ce soit un mélange ou bien une huile unique. On ne sait pas ce que c'est. Voilà, on n'est pas réellement informé de la matière grasse. Ce qui sera le moins cher sur le marché, ça sera plus profitable, justement. Certainement, voilà. Donc là, c'est un petit peu, on est en train de parler à l'échelle un petit peu industrielle, mais aujourd'hui, il faut dire que le chocolat artisanal, c'est vrai qu'il ne prend pas beaucoup d'ampleur en Algérie, justement. C'est vrai qu'on consomme beaucoup de chocolat, mais ça reste du chocolat industriel. Mais connaissez finalement, ça va venir. Donc on voit quand même qu'il y a selon les marchés, selon les salons, il y a une tendance. Par exemple, il y a un encouragement nouveau chocolatier, on n'a pas mal de Par exemple, quand on a organisé le forum du chocolat du carreau, le chocolat du carreau. Oui, le chocolat du carreau. On va en parler d'ailleurs. On va revenir sur. On compte le réitérer cette année, dans la période de février pour la Saint-Valentin, etc. Parce que c'est l'emblème du chocolat. Oui, en fait, on a eu beaucoup d'invités qui sont venus exposer, qui sont venus montrer leurs talents. C'était des chocolatiers amateurs. D'accord. Il y en a même qui ont créé leur propre marque, qui ont commencé à partir de cet événement-là de faire connaître leur passion. Et puis on a trouvé qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient vraiment passionnés, qui étaient vraiment ambitieux, et voulaient travailler dans le domaine. En mettant en plus en valeur les produits locaux. Donc au lieu d'importer, au lieu d'avoir juste recours aux produits importés. Donc ça, c'est super bien. En plus, avec le carreau, on a
Après, vous allez goûter. De toute façon, la recette, c'est Voilà. super de chocolat. On a Pardon. essayé d'exploiter la richesse de notre pays Délicieux. dans les produits nutritifs et bons pour la santé. Alors quand vous dites chocolat au caroub, pour nous chocolat c'est Tazman, تربينا بها. تربينا بها, تربينا بها. تربينا بها, exactement. Mais quand on dit chocolat, on pense au cacao. Finalement, il y a toujours du cacao. On trouve du cacao dans le chocolat au caroub. C'est fait à base de caroub. Oui. Et celle-là, ça sera fait avec du carob. Après, peut-être qu'il y aura un mix. Si c'est trop prononcé, parce que le carob, vraiment. Mais il est bon quand même. Oui, non, il est bon. Par rapport à la santé, il est quand même assez sucré. Voilà, en plus très bon pour la santé. Il faudra lui trouver un nouveau nom. Pardon? Il faudra lui trouver un nouveau Voilà, nom. exactement. En fait, c'était ça ce que je voulais dire, parce que quand on dit chocolat, on pense directement au cacao. Alors, quand on est dans le carob, on est vraiment C'est dans un une certain autre- substitut, voilà. C'est un certain substitut au caroub. Voilà, donc on voit quand même que c'est très très joliment présenté. Donc on est en train de voir ça à l'antenne. Mais sinon, pour Hadj El Farah ou encore Sophia, il faut dire que là, vous avez investi un autre domaine dans le chocolat. Donc là, vous allez vraiment, on va dire, rendre service, un grand service aux mamans particulièrement. Justement. Parce que vous avez pensé aujourd'hui à introduire d'autres aliments, on ne pensait même pas que ces aliments pouvaient avoir leur place dans le friandise d'une manière générale. Et aujourd'hui, on parle de chocolat aux légumes. Petite création. Alors, d'où vient cette idée, déjà? Vous avez eu des problèmes avec les filles pour qu'elles mangent des légumes? Non, pas du tout. Au contraire, elles mangent bien les légumes. Quelle chance! Cette idée, on est parti au salon. On était au salon de la foire de production nationale. Celle-ci, la 29e édition, voilà. D'accord. Donc j'ai trouvé un petit stand qui fait les légumes. Les légumes séchés, déshydratés. D'accord, séchés, Voilà. d'accord. Donc j'ai acheté un petit peu pour l'essayer. Donc là, à la maison, je me suis dit, pourquoi je ne sais pas avec du chocolat avec ce produit-là. Je fais un petit essayage. Donc j'ai des enfants, même le petit, il a 11 ans. Je lui dis, il faut que le bon cobaye. Voilà. Donc non, je pas lui dit c'est quoi. Le secret est là finalement. قلت له دوق وشوف سي كوا لو غو هذا واش قال لي لو بيستاش قال لي قلت له ابو خلاص راح خليها في البيستاش. C'est pour ça m'a dit je voulais faire شويه كامل. Et finalement ça a donné quoi, un chocolat au pistache? Je sais pas, vous allez goûter si vous D'abord, la vérité sort de la bouche des enfants. Le petit, il a dit quoi? Il a fini au pistache. لا لا ما تقولت له. Ah d'accord. قلت له non ما تقولت له قلت له شوف قال لي non maman c'est bon. Donc قلت له انا ندير بك انت ونشوف. Voilà. Non, de toute façon, c'est un très bon test. Hein. Voilà. Généralement, on fait toujours des tests personnels comme ça. À la maison, Surtout avec mon la petit frère, famille. il est exigeant. Exigeant, oui. J'imagine. La génération d'aujourd'hui, parce que là, maintenant, non, mais surtout parce que le chocolat, il est habitué avec moi. Donc, et c'est bien goûter le chocolat. Même quand on achète des gâteaux, bien, il me dit c'est avec du végicave. Voilà, non, il n'achète pas, il mange pas les gâteaux avec du végicave. Il demande toujours est-ce que c'est avec du végicave ou bien avec du chocolat. Donc s'il lui dit avec du chocolat, voilà, il goûte. Justement, c'est pour ça qu'il a démarré les ateliers à partir de cette... Et en plus, sa force, il a appris à distinguer juste par le goût. Et quand c'est difficile, il lit tout simplement la composition. Il lit les étiquettes. Effectivement. Heureusement qu'il sait lire. Voilà. Non, mais il a commencé à lire de tous les produits, pas que c'est ce que j'allais dire. le chocolat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Finalement, ça influence un petit peu l'enfant. Ça devient la conscience. Il ne consomme jamais sans lire. Consomme jamais sans lire. Même un jus, même quelque chose, n'importe quoi. Toujours. Ça devient un réflexe finalement. Voilà, ça devient un réflexe. C'est pour ça, moi, j'ai pensé aux d'autres enfants. Pourquoi je me suis dit, pourquoi pas faire ces ateliers d'autres enfants. Comme ça, on va préparer une nouvelle génération de bons consommateurs. Pas de manger, acheter, juste acheter plutôt. Effectivement. Mais sinon, les filles, il faut dire que vous êtes étudiante à l'université, n'est-ce pas? Et vous avez intégré l'entreprise de... On l'a fondée. Voilà. On l'a fondée tout ensemble. Fondée, carrément. Carrément. Voilà, les piliers de l'entreprise. On fonde, on gère, on fait tout. Et donc, on arrive finalement à concilier études, entreprise familiale, parce qu'il faut dire que quand même, le chocolat, c'est toute une technicité, c'est tout un savoir-faire, c'est tout un art. Et finalement, il faut avoir beaucoup de patience et de la passion. Surtout avec les enfants, de la patience. Surtout avec les enfants.
Ça, en général, c'est moi qui m'en charge, la patience. Ah ben voilà. Non, mais c'est beau, c'est un mot très magnifique. Il y a vraiment des moments où on a que- des enfants qui reviennent oui. plusieurs fois. En fait, ils font même des petites bandes d'amis et ils veulent D'accord. refaire la Les même enfants chose de 3 ans, Ensemble. de 4 ans. voilà. Ah, ça commence jeune. Oui, oui. Ça commence jeune. Déjà, il prend le nom VGK ou chocolat dans sa Oui. tête, c'est Même déjà s'ils ne quelque comprennent chose. pas C'est tout déjà- 100%, mais déjà qu'ils apprennent quelque chose. Ils sont déjà imprégnés Voilà. de certains concepts. Pour nous, c'est fantastique. Quand ils apprennent que 20% déjà, au moins l'idée, ils ne sont pas obligés de mémoriser toute la chaîne de fabrication, mais qu'ils comprennent au moins l'idée exactement, donc ça fait plaisir. En fait, c'est ça qui nous rend fiers. Et donc, ce sont des ateliers que vous faites finalement de façon périodique au profit des enfants, toujours. Oui. On les fait les salons, les foires, les expositions. Bon, on montre aussi nos produits, bien sûr. Oui. On Les fabrique- centres pédagogiques. Voilà, les établissements scolaires. Donc, à chaque occasion qu'on trouve, on prend. Alors, il y a d'autres projets dans ce sens, d'autres créativités, d'autres inventions, chocolaterie. Oui, toujours. À chaque fois que maman trouve un produit local, surtout, on s'inspire des produits locaux. Quand elle trouve d'un produit local qui l'inspire, qui lui donne envie vraiment, donc elle le fait. Après, vous allez goûter les nouvelles recettes. Oui, les prototypes. Oui. La tentation, la tentation. Après, vous allez goûter, hein, la Ça se tentation. ressent, ça se ressent. Pardon. Ça se ressent dans l'air. Regardez la courgette ou dans la Mais on collecte. la courgette. Pistache. Je vais chercher la pistache. Voilà, كاينه exactement. الشماك كاينه كاروت كاينه épinard هذه noix de carotte, coco. c'est sûr. باينة. Oui, Ça, ça se voit. وهذه. Allez, on va montrer. Ok, d'accord. Je montre. De quel côté? Voilà. Voilà. Alors, C'est toutes les ça c'est couleurs carotte. arc-en-ciel. Oui. D'accord. Oui. Ça c'est sumac. Voilà. Ça c'est carotte. Oui. Et ça? Épinard. Épinard. Noix de coco. Noix de coco. Bon, notre coco, c'est C'est évident. piège. Voilà. Ah, piège. Avec noix de coco, chocolat noir. Et il y a هذه. noix de coco, وهذه. chocolat au lait. Chocolat blanc. Et celle-là? Avec un sumac. Non, non, sumac. avec si tu sumac celui-là. Sumac هذا. C'est le tomate séché. Ah, tomate tomate séchée. séchée. Là, Avec c'est la courgette. Ça, c'est la Allez. courgette. Voilà. Oui, la courgette. vu que moi j'aime beaucoup la courgette, donc c'est fait, il faut rappeler que c'est fait avec des légumes séchés. Local aussi. Vous savez, On dirait. si, on me l'avait dit, on est en direct, oui. Si vous m'avez pas dit que c'était de la courgette, j'aurais jamais reconnu le goût de la courgette. Vous voyez, c'est là. En tout cas, c'est délicieux. Moi, j'ai adoré. أنا ما نهضرش Je كاع. suis habituée. Je suis habituée. خلاص ولفت أنا وجعت. ما نهضرش كاع. Non, plus il y a la courgette, il y a plus des vitamines. Voilà, ça apporte Elle est plus très de riche en nutriments. vitamines. C'est comme des fruits en coque, c'est la même chose. C'est le pistache, les noisettes et tout, c'est la même chose. Pourquoi pas avec Ça change. On sort un petit peu du registre classique, on va dire. parce que on a tenté de faire des gâteaux avec la courgette, pourquoi pas les chocolats. Effectivement. Effectivement. Donc on voit quelques photos des ateliers. C'est mon fils. Allah يبارك. Alors C'est lui, celui-là. le grand testeur. C'est le critique Lui, c'est grand testeur gustatif. Donc on lui fait confiance. Il s'appelle comment? Mohamed Tahar. Mohamed Tahar, Je le يعطيك salue. الصحة. Mohamed Tahar, يعطيك الصحة. De toute façon, moi je l'ai pris comme référence. Hein. Quand elle m'a dit c'est bon, il a dit que c'est bon. J'ai tenté l'aventure. Je vais rester. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci Comme ça, on vous souhaite Merci une très 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 belle continuation. Merci On vous beaucoup. retrouve dans le salon parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du On n'est pas sur le salon, on n'a pas participé. Vous n'avez pas participé. Non, Vous avez juste juste, parce qu'on a d'autres projets, Inch'Allah, donc c'est pour ça que on va démarrer de nouvelles ateliers avec maman enfant, papa enfant, entre Et surtout, familles, on va faire une de sortie nouvelles variétés. entre familles pour faire un atelier chocolat au lieu de juste pour les enfants. Donc on veut faire autre chose. Voilà, ça c'est très L'école, sympa. C'est vrai que ça consolide un petit Et peu on les compte liens entre s'élargir les un parents petit et les peu, enfants. On compte s'élargir, on compte faire des formations de pain, par exemple des ateliers à la même visée pédagogique, de pain, de confiture, plein de recettes variées. Donc là, c'est vraiment retour à la nature. Voilà. N'est-ce En pas? même temps, c'est Retour à pour tout ce qui est apprendre. artisanal, à tout Voilà, ce qui est manuel, traditionnel. tout ce qui est manuel, pour qu'ils apprennent vraiment à faire quelque chose. Parce qu'en général, quand ils trouvent tout prêt, déjà emballé et tout, donc ils vont pas vraiment se fatiguer. On va se passer. Effectivement, on ne va pas se fatiguer et il faut dire aussi qu'on s'éloigne un petit peu de tout ce qui est produit naturel parce que c'est vrai que tout ce qui est industriel est quand même gorgé de produits chimiques, bien sûr. effectivement. Voilà, ben, on vous souhaite une très belle continuation. Merci beaucoup. Merci pour Merci l'invitation. de m'avoir reçu. Félicitations pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, je vous recommande vivement ces chocolats aux légumes. Et voilà, et on continue notre programme. Et cette fois-ci, ça va être, on va rester encore une fois avec l'artisanat en compagnie de Samia Boarour et on se retrouve juste après.
Parcours technique pour pénétrer dans le monde de l'art et de la création, un véritable challenge que beaucoup relèvent avec succès, le cas de Amel qui a pu matérialiser l'univers de ses rêves. C'est un espace multi-artisan, donc qui est axé principalement sur l'art du bain. Donc on y trouve bien sûr le savon artisanal, on trouve les anciens mahbes, les anciens tassas, les lave-mains. Après on a aussi des poteries, on a des tapis de Gherdaya, on a du cuivre de Constantine. C'est de jeunes artisans qui font des merveilles, notamment dans le cuivre martelé. On a des meubles comme ça, bois et hambel. Donc le hambel pour voilà, revisiter un peu l'art ancestral. On a des bougies qui sont faites aussi de façon artisanale. Et voilà, on pense accueillir d'autres artisans. Des produits handmade 100% algériens ornent les lieux. Les senteurs du savon artisanal embaument les espaces. Son coup de cœur, d'où son aventure a commencé. Moi, à l'origine, je suis dans le savon artisanal, Sabon Zmen, et je voulais un endroit qui me ressemble, qui me parle, un endroit de charme. Et voilà, je suis tombée sous le charme de cet endroit. Du savon finement présenté sur un carreau de faïence ou zillayej, lioha de bit saboun, tassa, du fameux rituel du hammam, des objets ancestraux qui nous rappellent les traditions d'antan. Ça, c'est l'une des tassas les plus anciennes que j'ai trouvées. Donc, quand on voit l'étoile, c'est les tassas de la Kasba, les tassas Ksbaoui. Voilà, elle est très ancienne. Je ne connais pas la date exacte, mais je sais que c'est une ancienne pièce. J'ai ce mahbes qui est du maître d'inondier Zolo, qui est d'inondier des années 40. De la Kasba. C'est lui qui a formé la majorité des dinondiers de la Kasba. Donc c'est toujours l'hlal et puis souvent l'étoile. Et il signe l'hlal et Nejma. Donc avant l'indépendance, il mettait juste l'hlal et après il a mis les deux. J'aimerais mettre à disposition les lieux pour tout ce qui peut faire revivre le patrimoine, que ce soit des cafés littéraires, que ce soit des qa'da à l'algérienne, que ce soit des artisans qui veulent exposer. Ils sont les bienvenus, les lieux seront mis à disposition. Voilà. Souvent réalisées à la main et en modèle unique, ces pièces exposées appartiennent à des artisans de toutes les régions d'Algérie, des œuvres de toutes sortes que cette galerie d'art offre aux visiteurs dans un cadre agréable au cœur même du port de Sidi Fredj. Et de retour sur le plateau. Et Samira Hadjamar est parmi nous ce matin. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment vas-tu? Très très bien. Tu nous as manqué Samira sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est très gentil. Mais j'étais là la semaine dernière. J'étais pas là. Pas avec moi. Ah, bon, d'accord. Pas avec moi. J'étais là. Non? Non. Je me rappelle pas. Tu étais là, mais pas avec moi. D'accord. Peut-être. Voilà. Mais sinon, si tu n'étais pas avec nous ces temps-ci, c'est parce que tu étais quelque part en Algérie. Oui, c'est vrai, je suis partie. Je me suis déplacée avec Lamine Tikouk et Elias Lamine Tikouk, qui est notre caméraman à Canal Algérie. Eh ben, tu t'es déplacée avec nos collègues. Tu es partie du côté de l'ouest d'Alger. On est allé à Tlemcen, à 520 km à peu près, ou un peu plus d'Alger. C'est une très 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 jolie ville, Wilaya, qui se trouve au nord-ouest, vraiment à l'extrémité de l'Algérie. À l'ouest, voilà. Très belle ville. Et les historiens, qu'est-ce qu'ils disent de Tlemcen? Tout le temps, tu retrouveras cette phrase, c'est une ville d'histoire et d'art. Effectivement. Pourquoi? Parce que c'est un musée à ciel ouvert. Tlemcen est un musée à ciel ouvert. C'est un endroit où on retrouve une richesse, une immensité des biens. D'abord, des biens culturels immenses. Là où tu te retournes à Tlemcen, moi j'ai adoré. C'est une ville d'abord très paisible. Surtout le centre, le cœur historique, là où il y a le Machouar. Tu es déjà allé? Je suis déjà partie à Machouar, voilà, effectivement. C'est entouré de musées. Il y en a plusieurs sur la placette. Il y a des petits cafés. Les constructions sont... Il y a le moderne qui côtoie l'historique, en fait, l'ancien. Alors, Tlemcen, comment on l'a décrit Mateye? Il l'a décrite comme la Grenade africaine, comme la Médine de l'Occident, pour te dire.
Voilà, comme la perle du Maghreb. Alors, perle du Maghreb et capitale du Maghreb. Elle l'a été. De nombreuses civilisations. D'abord, il y a le préhistorique là-bas. Il y a l'historique et le préhistorique. Pour te dire à quand remonte cette ville, ils ne savent pas exactement, mais ils ont retrouvé, par exemple, pour le préhistorique, ils ont trouvé des gisements près du lac de Karkar, pas très loin de Mornia, à Mouileh. Voilà, sinon, plusieurs dynasties les Vandales sont passés par là, les Romains sont passés par là, d'où le nom de Tlemcen. Tlemcen, c'est Pomaria, ça veut dire les vergers. Les Romains donc sont passés par là-bas, on trouve des vestiges. Il y a eu les Vandales, il y a eu bien sûr les Byzantins, il y a eu les dynasties arabes, arabo-musulmanes, dans les Zianides, les plus, parce qu'il y a même l'hôtel Zianide là-bas, pour te dire. C'est une construction de pouillon, très jolie, qui est conservée à nos jours. Voilà, il y a surtout, alors comment on reconnaît Tlemcen? Tlemcen est reconnu par 3 pôles très importants. Il y a le Qessaria, c'est le pôle économique jusqu'à aujourd'hui. Tlemcen, quand on l'a décrit dans l'ancien, c'est des souks et des bazars, pour te dire, c'était un passage entre on va dire, le nord, même de l'Orient au Sahara. Ça transitait par Tlemcen. Tlemcen, c'est la route qu'on prend pour aller, par exemple, à Béchar, Tarid, pour descendre vers le désert. Voilà. C'est le pôle militaire. C'est le palais de Meshwar. Meshwar qui est considéré comme le plus grand palais du Maghreb. Il est magnifique. Il a eu, bien sûr, il a été bombardé, déstructuré pendant la colonisation, par exemple, française. Mais après, il y a eu des restaurations à partir de 2010. Il reste des choses à faire, bien sûr. Mais c'est un endroit fabuleux. Il y aura un autre reportage avec une jeune artiste de Tlemcen qui s'appelle Ismaël Meshwar. Et nous l'avons fait là-bas. C'est fabuleux, Inch'Allah, la semaine prochaine. On le verra. Et donc voilà, je ne sais pas si tu connais Tlemcen, il y a des Casbahs. D'abord, Tlemcen, et quand on l'a décrit dans l'histoire, elle est entourée d'une muraille. On trouve des vestiges de cette muraille au centre-ville, hein, on peut le trouver. Et donc il y avait une Casbah. Il y en avait plusieurs, peut-être parce que ça a été scindé en deux par les Français. Nous, on s'est intéressé à un endroit. C'est pas le Meshwar, c'est pas le palais royal, mais on s'est intéressé à Drb Nhaj. Il y a eu un reportage, on a fait un reportage sur ce passage, cette ruelle qui raconte un peu l'histoire c'est la partie sud, hein, de la Médina, de la Casbah de Tlemcen. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense? On va aller voir le reportage, on revient pour commenter. Oui, j'ai tellement de choses à dire en fait que... J'ai peur de m'embrouiller, vas-y, je regarde. Mais de toute façon, on est là pour voilà, c'est ça. Justement. Alors, on va voir le reportage de Samira Hadjamar qui nous emmène du côté de Tlemcen, particulièrement Drb Nhaj, et on se retrouve juste après. On dit que les rois allaient à sa conquête avec joie, et que restait inconsolable celui d'entre eux qui ne pouvait s'en emparer. Tlemcen, ville d'histoire, d'art et de remparts infranchissables. La vieille ville de Tlemcen, elle date du Xe siècle. C'est une construction de Youssef Ben Tchfin qui est venu ici à Tlemcen. Alors, il a construit la grande mosquée et ensuite la vieille ville de Tlemcen. Alors, tous les quartiers ils se rapprochent de l'un de l'autre. Alors on trouve Drb Nhija comme Drb Nhija, Drb Sensla, Drb Sid el-Jabbar, toutes les ruelles voilà, de Tlemcen. La vieille ville de Tlemcen, on trouve toujours une mosquée, Médersa, Hammam et Ferran. C'est toujours les quartiers qui se composent d'un complexe, d'un petit complexe, si on peut dire. Drb Nhaj, un pan de la vieille Casbah de Tlemcen. On dit qu'elle porte sur ses remparts, entre ses ruelles, tant d'histoires et de légendes palpitantes. Drb Nhija, c'est كان يقول لك كان يخرج فيه نعجة في الليل وكانت تتنقز من الدرب للدرب من الرؤال للرؤال. Alors c'est pour cela il a dû l'appellation de Drb Nhija. Personne ne tombe dans ses bras par hasard. Je cherchais une belle maison, pas très chère, en plein centre-ville. J'avais beaucoup d'occasions, soit le Medres, soit Sidi Doul, soit Bab el-Hadid. Et quand j'ai vu cette maison, elle m'a plu. Non. Ah, tu es au Bab el-Hadid? Ah. Parce que Bab el-Hadid aussi, il y a des vieilles bâtisses.
Il y a les arcades qui ont, comme on dit, entre lobes, les arcades des demi-cercles et tout ça. Et il y a des portes en bois, de jolies portes en bois, qu'on appelle ici à Tlemcen Bab el-Fsil. Alors, on trouve de jolies faïences, de la mosaïque partout, des colonnes, tout ça. C'est ça qui fait le charme de la vieille ville de Tlemcen. Derb el-Nahidja, cœur vaillant de Tlemcen, surnommé à raison forte la perle du Maghreb. Voilà, c'était donc le reportage d'Derb N'Adj et c'est Samira Hadj Amar qui nous a emmenés en visite. Il faut dire que finalement tous les éléments de ce derb ont été conservés tels quels. Non, pas tous les éléments malheureusement. Comme pour beaucoup de choses en Algérie, il faut restaurer. Et c'est pour ça qu'on est allé faire un reportage pour pouvoir en parler. C'est la partie basse de la Casbah de Tlemcen. C'est devenu populaire. Avant l'industrialisation, à partir de 62 en Algérie, quand les unités industrielles se sont implantées un peu partout en Algérie, les cœurs historiques, l'artisanat a régressé un petit peu. Les gens se sont plus intéressés aux usines, voilà. Donc, ça a changé un petit peu et ça a besoin de restauration, mais elle est bien. Franchement, elle est bien. Elle est debout. Pourquoi? Il y a des gens qui habitent là-bas. J'ai même rencontré un habitant qui n'y habitait pas, qui n'a aucun lien avec cette casbah, mais qui est venu s'installer. Il l'a acheté, il est en train de la restaurer. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette casbah, par exemple, dans la maison du monsieur qu'on a vu, Mohamed Ouraghi? C'est des faïences qui datent, par exemple, de l'époque ottomane. Donc, quand les Turcs sont venus à Tlemcen, parce que les Turcs, eux aussi, sont passés à Tlemcen. Alors, le derb, sa particularité, c'est quoi? La Casbah de Tlemcen ressemble un petit peu à la Casbah d'Alger. Sauf que la Casbah d'Alger, sur les arrondissements, on peut aboutir sur d'autres ruelles. La Casbah de Tlemcen, enfin, Derb N'Adj qu'on a vu, ça aboutit sur des impasses. Et il y a le derb, je vais le décrire, c'est un passage semi-public, il appartient à un groupe bien défini, c'est-à-dire en général des familles ou des gens qui possèdent des propriétés. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et la dame, l'archéologue l'a dit, Madame Chaoui, il y a dans tous les quartiers, comme pour la Casbah d'Alger, un musalla, une salle de prière. Une salle de prière, oui. Voilà, une salle de prière ou une petite mosquée. Pour Alger, c'était des petites mosquées qui se trouvaient dans chaque rue de la Casbah. Alors, dans ce musalla, il n'y a pas de minaret. Donc, c'est comme des salles de prière et on n'y fait pas la prière du vendredi. La prière de vendredi se faisait à la grande mosquée de Tlemcen. On peut y trouver el-farran, ce que les Tlemceniens appellent el-farran. Farran, c'est un four. Le four, on pouvait y faire des gâteaux, mais aussi du pain. Et ça se trouvait dans chaque ruelle. Et ça fonctionnait avec du bois. Donc c'est pour dire qu'il y avait du bois tout autour de Tlemcen. Ça existe toujours, d'ailleurs. Et on y trouve aussi des hammams. Et les plus connus, celui qui reste encore, enfin il y en a pas mal, beaucoup ont disparu, que ce soit pour le Farran ou le Hammam, mais ce qu'on peut y trouver, c'est par exemple le Hammam Sbarin. Il a besoin de restauration, il existe toujours, il appartient à une famille par contre, c'est pas du domaine de l'État. Voilà. Toujours en fonction, non? Non, pas du tout. En 2011, ils avaient commencé une restauration, mais bon, elle a stoppé depuis, je ne sais pas. En tout cas, ça nécessite une restauration et ce serait bien qu'ils le restaurent. Alors, il y a la srefa. Tu connais la srefa? Pour les maisons... Pour les maisons ottomanes. Voilà, ottomane, berbère aussi, à Alger. La srefa, c'est un petit peu l'espace qui sépare un petit peu l'entrée de l'intérieur de la maison. Voilà, sauf qu'à Tlemcen, dans Derb N'Adj, la srefa, on l'a vu dans le reportage, c'est une espèce de ruelle où il y a un arc. C'est des arcs comme ça, c'est construit. Des passages. Voilà, sur chaque passage, Derb, on trouve des srefas. Alors, ces srefas peuvent être arquées. Elles délimitent un passage précis qui appartient à une famille ou à un groupe de personnes bien déterminées. Ne passe pas n'importe quel étranger là-bas. Et au-dessus de cette srefa, ça n'existe plus, il y avait un espace où il y avait une bougie. Ça fonctionne, enfin une lampe à l'huile, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Bon, maintenant on ne l'utilise pas. On peut le voir dans le reportage pour ça. Voilà, c'est une zone privée. Il y a l'impasse. L'impasse, c'est le prolongement de la srefa. C'est comme ça que se délimite donc le derba. Alors, l'impasse, c'est le prolongement d'une srefa. Ça, c'est l'entrée de Derb N'Adj.
il est réservé exclusivement aux femmes. Donc l'impasse, c'est un chemin qui n'aboutit nulle part. Il aboutit à un espace réservé aux femmes, seulement aux femmes et aux activités des femmes. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans les derbs? En général, on retrouve des tahtahat. Ça s'appelle comme ça. Tahtahat, c'est une petite placette. C'est une placette, à voilà. l'intérieur, à l'intérieur de chaque derb. Voilà. J'ai beaucoup apprécié. Il y a une ambiance particulière. Il y a une mosquée qui est très ancienne à l'intérieur. C'est vraiment beau. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Bon, nous aussi, on y est allé en après-midi, mais c'est quelque chose qui est réservé aux gens qui habitent. Et ça serait bien que ça s'ouvre sur le tourisme, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est qu'Ibn Khaldoun au XIVe siècle a estimé la population, donc les habitants de Tlemcen, à 120 000 âmes. Pour te dire, en 2008, quand ils ont fait le recensement, ils étaient à 140 000. Tu vois un peu... Voilà, donc Tlemcen est une ville attractive, attirante, jolie, historique. Il y a plein de choses. Moi, j'ai juste parlé de la Casbah, mais tout autour, juste pour avoir un ordre d'idée, il y a plus de 40 mosquées. Il y en a beaucoup qui ont disparu, qui ont été détruites par le temps et par les hommes qui y sont passés. Et il y a à peu près 16 mausolées, il y a des madrasat. Elle est connue aussi pour la musique andalouse, elle est connue pour le haouzi, elle est connue aussi pour le haoufi, qui est un genre poétique exercé par les femmes qu'on appelle donc soit le shiret, soit le freret. Il y a aussi la musique allaoui. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Ibn Khaldoun est passé par là. Cheikh Sadr Bjawi, qui lui fait partie de l'école, donc est un doyen de la musique andalouse de Béjaïa. L'Algérie compte 3 grandes écoles, celle de Tlemcen, celle de Béjaïa et celle de Constantine. Il y a aussi bien sûr l'école d'Alger. Voilà, il y a des millions et des millions de choses à dire sur Tlemcen. Mais sinon, Voilà. il faut dire aussi à Tlemcen, Samira, non seulement tu nous as fait visiter un peu Derb Nahaj, mais Oui. tu as eu aussi à rencontrer un antiquaire. Un antiquaire. Oui. Alors j'ai rencontré Mohamed Riyad Ben Merah. C'est un passionné, c'est un grand passionné d'œuvres d'art. Il a travaillé à l'étranger, en Europe notamment, avec des marchands d'art. Et c'est comme ça qu'il a attrapé, on va dire, la passion des objets précieux antiquités. Il est revenu à Tlemcen et il a rassemblé beaucoup d'objets. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'un des rares, voire le seul antiquaire de la ville de Tlemcen. Et tu l'as rencontré. Oui, j'ai eu tu es revenu avec plaisir. des images. Oui, c'est très beau dans sa boutique, petite boutique. Et voilà, alors on va voir le reportage, donc la rencontre que tu as faite avec l'antiquaire Ben Merah, et on se retrouve juste après. Antiquaire, un métier par passion d'abord pour Mohamed Riyad Ben Merah. Il en est tombé amoureux presque par hasard et il nous en dit tout. Je travaille avec les commissaires-priseurs et les domaines. Chaque fois, on récupère les objets et on les protège et les ramène dans les salles de vente. La salle de vente Drouot, il y a le Sotheby's, Christie's, c'est des grandes salles de vente. C'est là-bas que j'ai aimé ce métier. En 2003, il rentre en Algérie, à Tlemcen, et ouvre un espace dédié à l'Antiquité, ouvert à tous les passionnés et aux collectionneurs d'objets précieux. Tlemcen, elle est connue pour l'art islamique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des manuscrits, des launderies, où il y a les écritures arabes, anciens. Les tableaux orientalistes, des peintres qui sont passés à Tlemcen, comme Bridman, Simone, Bartolini, c'est des peintres italiens. Et chez lui, c'est toute l'histoire de l'Algérie contenue dans des collections d'objets patiemment chinés. On peut trouver une comptoise ancienne de Tlemcen. Elle est signée Mohamed Znaghi. C'est une famille qui est connue à Tlemcen. D'époque, c'est la fin 19e. Et on trouve des vases anciens syriens avec la calligraphie arabe qui sont un petit peu rares. On ne trouve pas souvent. Il y a les tenues traditionnelles comme le kaftan et la chachia de la mariée. Elle est brodée en argent, en fil d'argent. Elle a plus d'1 siècle et demi. On a des top tabats anciens. Si vous passez un jour à Tlemcen, n'hésitez pas à faire une halte dans cet espace d'art et d'histoire.
Et voilà, n'hésitez pas à faire une halte. Oui. Alors, juste pour dire, Tlemcen a été jumelé en 64 avec Sarajevo, donc en Bosnie-Herzégovine, en 89 avec Grenade, elle a été en 2010 avec Kazan, donc la Russie, la ville de Russie, et Bursa en 2012, donc en Turquie. Voilà, la ville de Bursa, où l'émir Abdelkader est passé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut... Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, effectivement. On peut dire beaucoup de choses, mais il faut dire aussi que la ville de Tlemcen, c'est aussi tous ces vestiges, tout ce patrimoine matériel, mais aussi un environnement magnifique. Si on parle aujourd'hui de la Lasté, par exemple. La Lasté qui surplombe la ville est magnifique, c'est magique, il faut y aller. Il n'y a rien à dire. Et même l'atmosphère à Tlemcen est particulière. Il y a une atmosphère apaisante, culturelle. Là, on tourne la tête, il y a un vestige du patrimoine algérien. Donc, je suis incapable de dire combien il y a exactement de vestiges, de monuments, de sites, parce qu'en même temps, il y en a qui ont disparu, mais il y a encore des traces, il y a des choses à découvrir encore. Voilà, donc il faut y aller. Il faut y aller, et puis il faut dire aussi que culturel. Il faut dire aussi que tu as commencé à nous faire visiter la ville de Tlemcen aujourd'hui, mais ça va continuer la semaine prochaine. Oui, on continue. Inch'Allah, parce que tu es revenu, tu es parti, tu es revenu avec beaucoup de reportages. Avec beaucoup de reportages. Et juste pour citer un auteur arabe au XIVe siècle, franchement, je trouve que c'est une très belle description des gens de Tlemcen. C'est la patrie d'une foule d'hommes de bien et d'honneur, et de personnes mûres, respectables, des gens honnêtes et religieux. L'aspect religieux est très présent à Tlemcen, enfin on va dire plutôt le côté spirituel. Voilà, peut-être aussi rappeler que c'est la patrie de Mohamed Dib, qui est un auteur reconnu mondialement, qui a porté le nom de l'Algérie et sa littérature. Grosse peinture, effectivement, de la littérature dans le monde contemporaine algérienne. Dans les livres ont été adaptés au cinéma, et bien sûr la maison الحريق. Voilà, il y a beaucoup de liens. Le poète Ibn Saïb, il y a Sidi Boumediene, Ibn Khaldun est passé par là-bas. Voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et on aura l'occasion d'y revenir à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Bien sûr. Puisque tu vas nous faire encore visiter d'autres coins de Tlemcen. Merci beaucoup, Samira, de nous avoir fait découvrir Tlemcen. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre virée, encore une fois, à Tlemcen. Et nous arrivons à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très agréable journée. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Et on se quitte sur la musique et la voix de Hadj El Ghafour. Bonne journée à tous, au revoir.